caractéristiques chimiques, là, c'est grave, c'est pas grave, parce que certains pourraient dire, bon, ben si je l'aime, le vin, il y a 12,5 sur l'étiquette, c'est écrit 12,5, puis il y a 13,3 d'alcool. Si je l'aime, c'est pas grave. C'est vrai. Et ce qui est dommage un peu dans tout ça, c'est qu'il existe des très bons vins importés en vrac, sauf que les normes sont plus larges un petit peu. Faut comprendre... Importé en vrac, on parle de quoi, là? Alors, comme vous savez, la loi, malheureusement, oblige les épiciers et les dépanneurs à ne vendre que des vins importés en vrac et embouteillés Ça veut ici. dire qu'il n'est pas embouteillé au vignoble. C'est ça. Chez le producteur. Ça arrive comme dans un gros vignier, une poche de 24 000 litres et plus. Et Même par bateau-citerne, dans certains cas, je pense. oui, mais c'est dans une poche. C'est protégé OK. quand même. C'est sain. Sauf que c'est plus difficile à contrôler dans une bouteille. Donc, on met plus de sulfite pour stabiliser le vin. Et il est embouteillé ici sous des noms inventés un petit peu, là. Et si c'est vendu dans les épiceries, on n'a pas le droit de mettre le nom de cépage pour respecter la législation. Mais ce que peu de gens savent, c'est que la SAQ, de plus en plus, a ce genre de produit sur ses tablettes. Parce que moi, je pensais que c'était surtout ça. On disait c'est le vin de dépanneur. Le dépanneur doit nous vendre du vin qui a été embouteillé au Québec, donc qui a forcément été amené en vrac. La SAQ en a aussi des vins en vrac qu'elle embouteille sous ses propres marques de commerce, là. Oui, c'est acheter des mêmes embouteilleurs qui vendent dans les épiciers et les dépanneurs. Et vu que c'est vendu à la SAQ, là, on a le droit de mettre le cépage. Alors, ça apporte beaucoup de confusion pour le consommateur qui s'imagine que forcément, s'il rentre dans une succursale, ça va être des vins embouteillés sur les lieux de production. Surtout si c'est en format de 750 millilitres, parce qu'on n'oblige pas la SAQ à l'identifier sur les étiquettes et là, au niveau du consommateur... Donc, il n'y a pas de façon de savoir. Mettons, prenons un de ceux qui est nommé le EXP Syrah. Donc, on a le nom du cépage. Syrah, c'est le raisin. Donc, on sait que c'est une... Mais on ne peut pas savoir, avec la bouteille en main, qu'elle a été emmenée en vrac, là, qu'il n'a pas été... Non, il faut faire des petites recherches et même moi, j'ai de la misère à les différencier. La SAQ a admis en mars 2014, quand j'ai fait un papier des vins de dépanneurs à la SAQ, qu'elle en avait une cinquantaine. J'ai réussi à en trouver 78, dont j'ai mis la liste sur mon blog du Club des dégustateurs de grands vins. Je suis la seule personne qui fait ça. Alors, oui, mais encore une fois, il y a des bons produits dans ça. Sauf que les normes sont tellement larges qu'au Québec, par exemple, on a droit à une variation d'1 % avec le taux d'alcool versus 1,5 % en Europe. Au Québec, on a droit de mettre 2 fois plus de sulfite, les normes acceptées, qu'en Europe. Donc, nos normes sont plus relâchées qu'ailleurs, là. Oui, bien, c'est plus large. Et dans tous les produits analysés, il n'y a rien qui est non conforme dans ça. Ça respecte la législation du Québec, sauf que ça frôle des fois un peu le produit douteux qu'on aimerait avoir de meilleure qualité. Une des choses qu'il faut dire, M. Mailloux, c'est celui qu'on vient de voir, que les gens ont pu voir à l'écran, le XP Syrah, ça nous est vendu 18 $, là. Oui, Mais moi, je vais peut-être sévère. Je pense que c'est un vin... Des vins importés en vrac comme ça, tout ça... Je pense que dans bien des pays où les vins sont moins taxés, ça se vendrait. Pour vrai, je niaise pas. 4-5 $? 5-6 $? Sans doute, effectivement. Et encore là, je pense qu'on vient de mettre un peu le doigt sur le bobo. C'est l'argent. Le vrai coupable, c'est le gouvernement. C'est lui qui fixe les normes. C'est lui qui n'oblige pas la SAQ à mettre embouteillé en vrac sur ses bouteilles parce que tant que la SAQ ramène beaucoup d'argent et on en demande encore plus à la SAQ. On en demande encore plus, alors je ne blâme pas tout à fait la SAQ de faire ça, sauf que je pense que les consommateurs ont le droit de savoir qu'est-ce qu'ils achètent et il faudrait que les étiquetages soient beaucoup plus précis qu'ils ne le sont actuellement. Le prix, pendant le 18 $, là, dans le monde, on va faire le tour de plusieurs pays, là, avec 18 $ en canadien là, à dépenser. Il y a des places, il y a des pays où on va aller chercher une vraie belle qualité de vin à ce prix-là. Nous, on n'est pas habitués à ça, là, mais ici, on est rendu dans quasiment le bas de gamme, la 18. Là. On est rendu dans le bas de gamme, là, embouteillé en vrac, tout ça. Mais dans plusieurs pays, tu vas avoir un beau vin pour ce prix-là, là. Donc, 75 % des vins en France, pour donner un exemple, sont achetés dans les grandes surfaces à 3 €. Ça équivaut à 400 $. Et ça, c'est les vins qu'on paierait ici 15-16 $ à peu près. Donc, ils boivent des vins d'entrée de gamme à 3 €. Et quand donc, on est rendu ça, 3 €, je fais un chiffron, 4 piastres et demi, 4 piastres et 20, 4 piastres et demi. Et quand on est rendu qu'on paye 10 € et plus, ça, c'est un vin du samedi soir. Donc, ça équivaut comme à 16-17 $ ici. Mais eux ont des vins que nous, on paierait ici 30-35 $. C'est les taxes qui font la différence. Tout simplement, c'est pas parce que la France fait des vins qui les payent moins cher. En Angleterre, ils en font presque pas de vin et ils ont des prix beaucoup plus abordables. C'est une question de taxation. C'est un choix qu'on a fait. Est-ce qu'il y a... nous, on a décidé, c'est le gouvernement qui s'occupe de l'alcool, qui est premier vendeur de vin.
qu'il n'y a pas une responsabilité plus grande? Par exemple, justement, en France, vous dites que 75 se vendent dans des grandes surfaces. Aux États-Unis, mais ici, à partir du moment où c'est l'État qui est le vendeur, est-ce que l'État n'a pas une certaine responsabilité? En matière d'étiquetage, par exemple, n'a pas une responsabilité de bien informer le consommateur, même plus grande qu'un privé, jusqu'à un certain point? En principe, vous avez tout à fait raison, mais quand on est juge et partie à la fois, alors ça peut être délicat et qu'on en profite justement de ce flou artistique-là, parce qu'on mise beaucoup sur la méconnaissance des consommateurs au niveau du vin à l'aveugle. Ils ont fait des vidéos aux États-Unis. 80 des gens sont incapables de différencier un vin de 5 d'un grand cru de Bordeaux de 150 La plupart vont préférer le vin d'entrée de gamme parce qu'il est un petit peu plus sucré, c'est un peu plus dans leur goût. Pourtant, il vaut 50 fois moins cher. Alors, malheureusement, on table un peu là-dessus, sur cette ignorance-là, pour vendre sans doute trop cher des vins qui en valent beaucoup moins. Mm-hmm. À suivre. Merci beaucoup d'avoir été là. Un plaisir. Au revoir. Ouais, on est dans l'assiette et dans le verre aujourd'hui avec l'actualité. Vous allez vous souvenir des dossiers qui ont fait couler beaucoup d'encre du journal, justement, sur les poissons, puis les sortes de poissons. Puis dans le cas des poissons, vous dites, moi-même, j'ai reçu un spécialiste. Mais là, c'est compliqué parce qu'à un moment donné, les appellations scientifiques, le flétan du Groenland, puis le turbo, puis tout ça. Tu sais, là, on est dans des poissons qui sont... En fait, nous, à l'œil, on les reconnaîtrait pas vraiment. Mais là, en fin de semaine, le porc puis le veau, là, va vous avouer que... Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui n'est pas capable de faire la différence. Puis on n'est pas, disons, dans les nuances où ça prend quasiment un zoologiste pour trancher lequel est lequel. Thierry Darès, chef et animateur, est avec moi. Bonjour. Bonjour. Voilà, donc, le veau est beaucoup plus cher. Oui, effectivement. Et là, la découverte assez simple, c'est que, surtout quand il s'agit de l'escalope, on commande l'escalope de veau, on nous passe une escalope de porc. Oui, on se fait passer un sapin, là. Oui, effectivement. Là. Mais en même temps, je me dis, est-ce qu'on pourrait aussi réfléchir au prix si vous achetez au restaurant un plat que vous paieriez encore plus cher à la maison si vous le faisiez vous-même? Il y a peut-être un doute aussi, il y a peut-être un questionnement personnel à se faire. Et puis en même temps, bon, c'est très bien. L'escalope de veau qu'on vous vend à 8, 9 ou 12, 13... Surtout avec la soupe, une entrée, café, thé, tout compris. C'est sûr que là, il y a peut-être un doute à avoir, effectivement. Ouais, parce que le veau est beaucoup plus cher. Le veau est beaucoup plus cher. Alors, effectivement, sur les couleurs, les textures, les goûts, il y a beaucoup de similitudes. Mais en même temps, il faut aussi être honnête. Et les gens, quand même, cuisinent de plus en plus. Ils savent très bien qu'il y a quand même une différence entre le prix du porc et du veau, quand même. Mm-hmm. Pour un fin palais, une fois pané, oui, c'est ça. avec une sauce, mettons que tu as des pâtes à côté, puis la sauce déborde un peu, puis tu manges tout ça ensemble, c'est reconnaissable? Oui, alors effectivement, là, il y a un autre problème, effectivement, c'est la préparation. Déjà, la panure en tant que telle, que ce soit pour du veau ou du porc, moi, je ne vous le recommande pas, c'est le chef qui parle. Mais c'est ça, c'est le problème, c'est que justement, cette confusion de réalisation, une fois qu'on a une panure, et puis imaginez une sauce aux champignons, par exemple, là, même entre certaines fois des escalopes de poulet ou de porc, il peut y avoir aussi confusion. Donc, c'est quand même très, très risqué. Bon, à part justement des gens qui sont des connaisseurs, et même encore, on dit des fois que des connaisseurs, et même des bouchers, on l'a vu dans l'enquête du Journal de Montréal, font aussi des confusions. Donc, c'est quand même assez dramatique. Dans le dossier, bon, là, tout le monde est mal à l'aise avec ça, fait que tout le monde se renvoie la balle, on a déjà vu ça. C'est de la faute mais le restaurateur dit, ben moi, là, j'achète du veau, c'est le fournisseur, celui qui m'amène ma viande. Est-ce que tout le monde est un peu coupable? Est-ce que tout le monde est un peu complice? Est-ce que vraiment des restaurateurs peuvent se faire tromper au point d'acheter des caisses? Est-ce qu'ils écrivent vraiment escalope de veau, puis c'est tout du porc? C'est dur à croire un peu, peut-être? Disons, moi, j'aimerais bien qu'on puisse vérifier les factures, parce que si le restaurateur a l'habitude d'acheter du veau, et que là, une fois, une semaine, il reçoit du porc et que c'est pas le même prix, il devrait savoir lui-même que de toute façon, ce qu'il achète, c'est pas le bon produit. Donc, il y a peut-être aussi... Parce que c'est ça, le restaurateur, s'il paye le prix du veau pour qu'on lui fournit du porc... Là, il est en droit d'être fâché, ça c'est clair. Il se fait rouler. Il se fait vraiment rouler dans la farine et dans la panure, c'est qu'à de le dire. Mais en même temps, je pense qu'il y a aussi un sens critique à la fois du chef, du restaurateur, du
du boucher aussi, parce que vous savez, les bouchers nous donnent aussi un discours, oui, mais le restaurateur, il ne veut pas payer, hein, parce qu'il va vendre ça très peu cher pour les consommateurs. Je crois qu'à un moment donné, il va falloir que le consommateur, hein, à mon avis, se pose des questions. Qu'est-ce que je veux manger ? Qu'est-ce que je suis prêt à payer ? Et chaque chose a un coût. C'est pas vrai qu'on va payer très peu cher du veau, sachant que quand on va l'acheter à la maison pour faire un repas à la maison, vous verrez bien, acheter un jarret de veau pour faire un ossobuco, vous allez voir le prix, là, c'est sûr que c'est vraiment très, très, très cher. Alors, il y a quand même une forme de logique qui doit faire en sorte que les gens doivent se poser la question, peut-être manger peut-être un petit peu moins souvent de la viande et prendre de la qualité quand c'est le temps, quoi. Tous ces dossiers-là, entre autres celui, en fait, ça soulève toujours la question. On entend que la restauration, ça va mal. On a vu des dossiers de fermeture de nombreux restaurants à Montréal. On vient qu'on se demande comme consommateur, est-ce que ça va suffisamment mal dans la restauration pour qu'on tourne les coins ronds? Puis si on tourne les coins ronds pour mettre la mauvaise viande, on tourne les coins ronds jusqu'où, là, quand c'est passé date, quand ça tombe à terre, puis... non, mais on se pose... Ouais. Non, mais c'est une très bonne question. Vous savez... il y a des enquêtes au Journal de Montréal qui ont démontré aussi, pour les poissons, vous en parliez en entrevue. Mais c'était beaucoup plus complexe. C'est complexe parce que oui. C'est les noms de poissons, là, l'exemple, toute la famille des thons, puis le thon rouge, puis le thon jaune. Non, mais de la sole et de la pie, c'est pas la même chose, et c'est pas le même coût. Mais disons que le veau et le porc, c'est plus clair. Là. Mais en même temps, pourquoi je dis ça? C'est parce que les restaurateurs qui travaillent bien, qui sont honnêtes, qui servent bien les clients, eux sont aussi fâchés de voir que d'autres restaurateurs ne respectent pas les normes, je dirais, de moralité de la restauration. Ouais. Parce que là, on est en train de faire un amalgame en disant que finalement tous les restaurateurs sont malhonnêtes. C'est pas vrai. Il y en a qui travaillent très très bien, qui font les choses très bien. Les restaurateurs qui font les restaurateurs qui font les choses très bien aussi, puis les grands chefs, puis les grandes tables. Oui, il y a un coût. Il y a un coût, là. C'est pas tout le monde qui peut y avoir accès. Oui, mais en même temps, c'est très compliqué comme dossier. Je vais peut-être faire une petite parenthèse. Il y a aussi des restaurateurs qui vont être de grande renommée ou de réputation, qui vont peut-être aussi un petit peu tricher. Vous savez, on va dire telle sorte de chocolat qui n'en est pas. On va dire un veau de Charlevoix qui n'en est peut-être pas un veau de lait qui est peut-être un veau de grain, etc. Alors, vous savez, non, si on est porté à tricher, on va tricher. Celui qui est honnête est honnête. Voilà, je pense qu'on peut faire des petits repas à $12 et être très honnête et annoncer la couleur. C'est qu'à de le dire, et pas être honnête, et puis d'essayer de tirer un petit peu plus de bénéfices d'une malhonnêteté, mais c'est dommage. Dans ce cas-ci, moi, si j'étais le gars du marketing des producteurs de porc, je lancerais une campagne demain matin pour dire des escalopes de porc, c'est aussi très bon. Exactement. Mettez-en sur les menus, puis dites-le au public, ce sont de bonnes escalopes de porc. Oui, parce que là, là, on est en train de faire justement un combat entre le veau et le porc, mais moi, je pense que c'est deux viandes magnifiques qui méritent à chacun son étiquette, c'est qu'à de le dire, et de faire quelque chose de bien. Et je prendrai, moi, au pied de la lettre, les bouchers, les restaurateurs aujourd'hui, en disant, je vous sers aujourd'hui du vrai porc, du vrai veau, et c'est délicieux. Voilà. Moi, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci. On va s'arrêter pour une pause. Au retour, de plus en plus de personnes qui sont hospitalisées de force en psychiatrie.